Au temps jadis, il n'y avait sur la route de Valenciennes à Condé qu'un seul village, ou plutôt un hameau, le hameau des Copons. Tout le reste du pays était couvert par l'immense forêt charbonnière qui appartenait aux seigneurs. Et bien que le bois mort n'y manquât point, les pauvres gens soufflaient dans leurs doigts quand hurlait le vent de bise. En ce temps-là, vivait à Écopons un Maricio, ou maréchal Ferrand, qui avait nom de Jean Hulot, mais qu'on appelait communément le Cacheux. Ce qui, selon les uns, veut dire le chasseur, à cause qu'il aimait à braconner, et selon d'autres, le chercheur, parce qu'il avait toujours l'air de chercher quelque chose. Or, un soir d'hiver que le Cacheux rôdait par la forêt sur le mont d'Anzin, il avisa au loin une lumière rougeâtre qui brillait à travers les arbres. Jean se dirigea de ce côté car il gelait fort ce soir-là, et les dents lui claquaient comme le bec de cigogne. Il arriva bientôt devant une hutte, regarda au travers de la porte et vit un grand feu qui flambait dans l'âtre. On eût dit qu'il y avait 10 lampes allumées tant ce feu était clair et brillant. Et pourtant, il ne semblait fait ni de bois, ni de tourbe, ni de paille, ni de feuilles sèches, mais bien de grosses pierres noires qui brûlaient comme des tiges de colza. 3 hommes, 3 nains, tout noirs des pieds à la tête, étaient accroupis autour du foyer. Un autre à la place de Jean se serait enfui bien vite, mais le Maricio avait la poigne comme son étau et ne craignait ni vent ni orage. Il était seulement étonné et pensait que ces pierres lui viendraient bien à point, à lui qui souvent avait tant de peine à chauffer le gros fer. Il tira sa pipe et, entr'ouvrant la porte, il dit selon l'usage : « Peut-on l'allumer, nos gens ?» L'un des 3 nains lui fit signe d'entrer, et tout en bourrant sa bourraine, Jean put observer ses hôtes. Ils étaient complètement nus et velus comme des ours. « Qu'est-ce que vous brûlez donc là, nos maîtres, sans être trop curieux ?» demanda Jean Hulot. Les 3 nains se mirent à ricaner et à grimacer, après quoi le premier dit aux 2 autres en désignant le sol : « Si on le savait qu'il y a là-dessous, au fin fond du tréfonds, des trésors plus précieux que l'or et les diamants. » Et il fit une grimace accompagnée d'un ricanement. « Si on le savait, dit le second, qu'un jour les entrailles de la terre brûleront au soleil, les voitures marcheront sans chevaux, les vaisseaux vogueront sans voile, et les lampes brilleront sans huile. » Puis il ajouta : « Quand le soleil est couché, toutes bêtes sont à l'ombre. » Et comme son voisin, il couronna sa phrase par une grimace et un ricanement. « Si on le savait,
dit le troisième en faisant les cornes, que quand les hommes pilleront ses provisions, petit à petit, son règne finira dans le monde et qu'un jour peut-être sa marmite sera renversée. Qui ça? De qui parlez-vous? s'écria Jean. Mais soudain, retentit un coup de sifflet qui paraissait venir du tréfonds. Les nains se levèrent rapides comme des écureuils et disparurent par un grand trou que le cacheux n'avait point remarqué. Nom d'une pipe, j'en aurais le cœur net, dit-il. Et il s'élança derrière eux dans un puits sans fond. Jean Hulot descendit par une échelle assez roide et au bout d'une heure, il arriva dans une sorte de cave ronde, d'où partaient de longues galeries basses, comme les raies d'une roue partent du moyeu. Des lumières innombrables allaient et venaient dans ces galeries. Le cacheux reconnut que c'étaient autant de nains qui, le front éclairé par des langues de feu, s'occupaient à une besogne étrange. Les uns, accroupis ou couchés sur le flanc, enlevaient à coups de pic d'énormes blocs de pierre noire. D'autres les chargeaient sur des petits chariots, que d'autres enfin traînaient par les galeries. Ils remplissaient leurs tâches avec une adresse et une agilité incomparables, riant, criant, gesticulant et gambadant comme une troupe de singes. « Que faites-vous donc là, mes gars ?» leur demanda Jean Hulot. « Ah! Si on le savait !» dit l'un d'eux. « Que c'est ici qu'on lui fournit de quoi les faire cuire ?» « Qui? Mais qui donc ?» s'écria le cacheux. « Ah, si on le savait! Si on le savait !» reprirent en chœur ses compagnons. « Nom d'une pipe! On le saura !» fit-il. Et il enfila une des galeries à la suite de quelques petits chariots. La galerie débouchait sur une vaste plaine où s'élevaient encore d'énormes tas de pierres noires. Près de là, coulait un fleuve aux eaux jaunes et vertes que traversaient de larges barques toutes chargées de ces pierres. Jean grimpa sur un des tas pour voir de plus loin, et de l'autre côté du fleuve, il aperçut, à travers un épais nuage de fumée, une immense chaudière où il lui parut spectacle épouvantable qu'on mettait bouillir des hommes semblables à lui. « Hé! Il va se faire arder! Il va se faire arder !» crièrent les nains, et ils le forcèrent de descendre. Alors retentit un second coup de sifflet qui se répéta de galeries en galeries. Tous les ouvriers jetèrent leurs outils, s'assirent en rond et chargèrent leurs pipes. Jean comprit que c'était l'heure du repos et fit tabac avec eux. On apporta de grands pots de bière écumante. Les noirs ouvriers en offrirent à leur hôte. Un vrai flamand ne refuse jamais un verre de bière, fût-il offert par le diable en personne. Hulot accepta sans barguigner. « À votre santé, nos maîtres !»
dit-il, et il vida son verre. Il ne craignait qu'une chose, c'est que la bière n'eût un goût de brûlé. Elle était au contraire fraîche et piquante, aussi bonne que la bière des Copons. Cela fit que Jean vida tant et tant de fois son verre qu'il but trop d'un coup et s'endormit. Était-ce l'effet du houblon ou de quelque autre cause? Le cacheux eut un rêve, et ce fut un rêve bien extraordinaire. Devant lui bouillait la grande marmite, et sur elle était penché un géant cornu, ayant le mufle d'un bouc, les yeux d'un chat huant et les ailes d'une immense chauve-souris. Armé d'une longue cuillère, le géant ailé touillait la marmite, lorsque lui, Jean Hulot, s'approcha intrépidement et avec le seau de sa forge, arrosa les pierres noires qui brûlaient au-dessous. Elles s'éteignirent en fumant, mais le géant saisit un énorme soufflet et souffla le feu avec rage. Puis, l'infernal cuisinier et sa marmite s'effacèrent peu à peu, et Jean ne vit plus que 2 yeux qui brillaient dans l'ombre, pareils au four d'une verrerie. Alors il ouït une voix qui disait « Pas encore, pas encore. On ne touche pas encore à la marmite. » Et il lui sembla qu'on l'enfermait dans un cercueil de plomb et qu'il s'y endormait d'un sommeil de plomb pour toute l'éternité. Quand le cacheux se réveilla, il se retrouva dans la forêt. La lune pâlissait et le jour commençait à poindre, mais les oiseaux ne chantaient pas vu qu'on était en hiver. Il regarda autour de lui, se frotta les yeux et chercha à mettre de l'ordre dans sa tête. « Drôle de rêve, dit-il en s'étirant. Je me sens tout rompu. Mais quelle idée aussi de dormir au soleil des bécasses par un froid à geler un boudin sur le grill. Brrr, la Jeanne doit être inquiète. Il se leva pour regagner son logis. Chose singulière, il ne reconnaissait point l'endroit où il se trouvait. Là où la veille s'épaississait des fourrés, il voyait maintenant des clairières, et la forêt lui semblait en général beaucoup moins drue. Ne comprenant rien à ces changements, il s'orienta comme il l'eût fait en pays étranger et descendit la montagne d'un pas pénible et mal assuré. Au bout d'une demi-heure, il rencontra un village. Cela le surprit de plus en plus, car Écopon, comme chacun sait, est situé à 1 heure du mont d'Anzin. Il vit venir de loin un berger avec ses moutons. Le cacheux connaissait tous les bergers d'alentour. Il ne reconnut point celui-là. « Comment appelez-vous cet endroit ?» lui dit-il. « Ici, mon vieux père, c'est Bruet. » lui répondit le berger dans un jargon qui ne semblait point tout à fait celui du pays.
Jean ne s'expliquait pas non plus pourquoi cet homme l'appelait vieux père. Lui, qui n'avait point encore 30 ans. Il me semblait bien, reprit-il. que ce n'était pas Écopon. Écopon est le clocher que vous apercevez tout là-bas, à une demi-lieue. Le cacheux marcha encore et parvint à Écopon. Il ne reconnut pas une seule des maisons du village, à l'exception de l'église qui était toute crevassée et s'en allait en ruine. On en bâtissait une autre plus grande à côté. Est-ce que mon rêve se serait déjà réalisé ? Se disait-il. Mais les voitures qu'il avait rencontrées ne marchaient pas sans chevaux, et il ne voyait nulle part les pierres noires qu'il avait vues flamber au fond de la terre. Il arriva à sa chaumière, ou plutôt à l'endroit qu'elle occupait. À sa place s'élevait une jolie maisonnette ombragée par un chêne. Il se rappela que 6 mois auparavant, lors de la naissance de sa fille, il avait planté un gland dans son courtil. Par un phénomène incompréhensible, en 6 mois, le gland était devenu un chêne énorme. Jean Hulot ne savait s'il rêvait, ni s'il avait rêvé, s'il revenait bien du fond de la terre, et si réellement il avait eu affaire à Satan en personne. Il entra dans la maisonnette et vit une femme qui tenait un enfant dans ses bras. Mais ce n'était ni sa femme, ni sa fille. « Que demandez-vous, l'homme de Dieu ? Nous n'avons rien à donner, » dit la jeune femme. « Je ne demande 1000 aumônes, je demande Jeanne. » « Quelle Jeanne ? » Jeanne du Cacheux, autrement dit Jean Hulot. « Je n'ai jamais ouï prononcer ces noms-là. » C'est pourtant bien ici, Écopon. Ici même. Jean se laissa choir sur une chaise en criant. « Oh, c'est certain ! Je deviens fou !» À ce cri, la femme eut peur. « Allons, sortez, » lui dit-elle. « Vous n'êtes mis déjà si plaisant avec votre barbe d'une aune. Vous avez tout l'air d'un juif errant. » Jean porta la main à son menton et s'aperçut qu'en effet, il avait une longue barbe blanche. Un miroulet ou petit miroir était accroché à la cheminée. Il s'y regarda et poussa un cri de désespoir. Il prit l'almanach, y jeta un coup d'œil et retomba sur sa chaise, évanoui. Le malheureux venait de reconnaître qu'il avait vieilli de 100 ans en une nuit. La femme alla dire à ses voisines que le juif errant était dans sa maison. Les voisines accoururent. Cependant, le cacheux revenait à lui. Il mit sa tête dans ses mains et resta là, comme un homme anéanti. « D'où venez-vous » lui demandèrent les femmes. « D'Écopon. »« Y a-t-il longtemps que vous en êtes sorti »
une nuit. Et le village et moi, nous avons vieilli de 100 ans. Qu'avez-vous fait durant cette nuit-là? Je suis allé au fond de la terre. Au fond de la terre? Et qui avez-vous vu? La marmite du diable. Ah, c'est donc un sorcier, fit une voix. À ces mots, les femmes s'écartèrent. La curiosité fit place à la crainte et bientôt à la fureur. « Au sorcier! Au sorcier !» Ce cri attroupa tout le village. Le mailleur vint comme les autres et il eut beaucoup de peine à tirer le vieillard des mains de la foule qui voulait le lapider. Il le conduisit lui-même à Valenciennes sous l'escorte du garde champêtre. Hulot fut enfermé dans la prison pour être jugé le lendemain. Mais il advint que ce jour-là, le grand prévôt mourut subitement. Le procès fut remis à huitaine. Quand le Marissiot parut devant le tribunal, le pauvre vieux était si courbé par l'âge et la souffrance qu'il n'avait point la force de lever la tête. « Est-il vrai que vous soyez allé au fond de la terre et que vous ayez vu la marmite du diable ?» lui demanda le nouveau juge. « Cela est vrai, » répondit le cacheux. « Et qui avez-vous vu encore ?» Des trésors plus précieux que l'or et les diamants. Quels sont ces trésors? Des pierres qui brûlent et qui feront qu'un jour, les voitures marcheront sans chevaux, les vaisseaux vogueront sans voile et les lampes éclaireront sans huile. Il n'y a que la magie pour opérer de pareils prodiges. Cet homme est un sorcier. Le juge prononça ces paroles avec un tel accent de haine que Jean leva les yeux. Le grand prévôt ressemblait trait pour trait, sauf la taille, à l'effrayant personnage que Hulot avait vu sous la terre. Seulement, il avait caché ses cornes sous son bonnet, ses ailes de chauve-souris sous sa robe, son mufle sous une barbe touffue et ses yeux de chat-huant sous des lunettes. Les regards du jugé et de l'accusé se croisèrent. Les yeux du juge se dilatèrent, comme s'il avait fait nuit. À l'aspect de ces deux flammes, le cacheux sentit qu'il était perdu. Le prévôt parla ensuite quelque temps. De tout son discours, Jean n'ouït que ces mots. Qu'on mène demain cet homme au supplice. Et Jean fut reconduit en prison au milieu des imprécations de la foule. Le lendemain, on vint le prendre pour le mener au bûcher sur la grande place. C'était un samedi, jour de marché.
Il y avait beaucoup de paysannes des environs qui vendaient du beurre et des œufs et qui buvaient de la blanche bière dans les cabarets. Jean parut, la corde au cou et se traînant à peine. Jamais on n'avait vu un si vieil homme marcher au supplice, et les femmes ne pouvaient se tenir de le plaindre. Quant à lui, il était résigné. Après tout ce qu'il avait souffert depuis le soir où sa fatale curiosité l'avait conduit au fond de la terre, il aimait autant mourir que vivre. Pourtant, ce n'était point sans amertume qu'il envisageait son sort. Il tenait entre ses mains un secret qui pouvait faire le bonheur du monde, et ce secret, il l'emportait avec lui. Tout à coup, parmi la foule rangée sur son passage, il aperçut une jeune paysanne qui allaitait un enfant. L'infortuné jeta un cri. « Jeanne! Ma chère Jeanne !» Et avant qu'on eût pu l'arrêter, il courut la prendre dans ses bras. Il couvrait de baisers la mère et l'enfant, et ses larmes coulaient le long de sa barbe blanche. La mère et l'enfant ressemblaient si bien à sa femme et à sa fille que Jean oubliait que toutes deux devaient être mortes depuis longtemps. La jeune paysanne se sentait prise de pitié pour le vieillard et se laissait embrasser en pleurant elle-même. Te souviens-tu de Jean Hulot, Jean le Cacheux, lui dit-il. Jean le Cacheux? J'ai souvent ouï ma grand-mère prononcer ce nom qui était celui de son grand-père. C'est moi qui suis Jean le Cacheux. Une vieille femme de plus de 80 ans approcha alors. Si vous vous appelez Jean Hulot, autrement dit Jean le Cacheux, je suis votre petite fille, et celle-ci est la fille de votre arrière-petite-fille. Et la foule cria « Miracle !» car jamais on ne vit une si merveilleuse ressemblance que celle des deux vieillards. Jean pressa sa petite fille sur son cœur. Tu es donc l'enfant de ma pauvre Jeannette que j'ai laissée au sein de sa mère. Et hélas, où est-elle, ma jolie petite fille? Elle est morte il y a 20 ans. Elle en avait 80. Tout le monde pleurait en écoutant ces paroles. D'où vient que vous n'habitez plus Écopon? Reprit Jean Hulot. Ma grand-mère m'a souvent conté qu'après que mon grand-père eut disparu, elle avait quitté son village pour aller s'établir à Aulnoy, de l'autre côté de Valenciennes. Au bûcher! S'écria une voix. La voix du juge. Mais les femmes avaient pris parti pour le condamner, et elles se prirent à parler tout à la fois. Ce n'est mis un sorcier, c'est Jean le Cacheux, le grand-père de la Jeanneton. Et on nous tuera plutôt que de le faire mourir.
Ce vieux, c'est la place où sont enfouis des trésors, disaient les hommes de leur côté. Et ils le délivrèrent des mains de ses gardes. Écoutez-moi, braves gens, Dit alors Jean Hulot. et vous ne mourrez plus de froid durant l'hiver. Sous le mont d'Anzin gisent d'énormes tas de pierres noires qui brûlent comme des tiges de colza. Un jour viendra où, grâce à ces pierres, les voitures marcheront sans chevaux, les vaisseaux vogueront sans voile, et les hommes vivront en joie et en prospérité. Et tu voulais, juge maudit, nous priver de tous ces bienfaits? Embûchez le juge! Embûchez le scélérat! Et la foule saisit le grand prévôt, le garrotta, le fit monter sur le bûcher et y mit le feu. Mais voilà que soudain, le jour s'obscurcit. Une épaisse nuée descendit sur les flammes. Et on vit le juge se transformer en une gigantesque chauve-souris qui prit son envol, plana quelque temps au-dessus de la ville, s'abattit sur le beffroi, y jeta 3 cris sinistres et fila droit vers le mont d'Anzin. Le lendemain, une vingtaine d'hommes résolus, guidés par Hulot, se rendirent avec pic et pioche au mont d'Anzin. Ils n'y trouvèrent ni hutte, ni trou, ni échelle. Mais ils creusèrent à l'endroit que Jean leur indiqua et découvrirent le charbon de terre qu'ils appelèrent houille, du nom de Hulot. Ils y creusèrent un puits et amenèrent par là au soleil les entrailles du globe. Le diable, pour se venger, allume quelquefois dans les mines de houille un feu qu'on nomme le feu grisou. Mais il a beau faire, les ouvriers continuent de piller intrépidement ses provisions et d'en tirer la joie et la prospérité du monde.